avec une note de cadrage concernant la question à l'examen. Je donne maintenant la parole au secrétaire général, M. Antonio Gutiérrez. Mr. President, Your Excellency, Mr. Wang Yi. Monsieur le Président, Votre Excellence, Monsieur Wang Yi, ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine. Excellence, la Charte des Nations unies est un guide de survie pour l'humanité. Une promesse née des ravages causés par 2 guerres mondiales. Un engagement. La force du droit doit prévaloir sur le droit de la force. Les différends internationaux doivent être réglés par des moyens pacifiques et tous les États, grands et petits, doivent agir dans le respect des principes de la justice et du droit international. Depuis des décennies, les valeurs et les principes de la Charte des Nations unies ont contribué à mettre en place des garde-fous contre la course aux armements nucléaires, négocier la fin de guerres destructrices, faire progresser les droits humains, promouvoir la décolonisation et favoriser le développement partout dans le monde. Et avant tout, prévenir une 3e guerre mondiale. Or, aujourd'hui, les buts et principes sont mis à rude épreuve. Je voudrais évoquer brièvement 7 menaces bien réelles. D'abord, nous observons une érosion dangereuse du respect du droit international. Les principes fondamentaux, égalité souveraine, intégrité territoriale, indépendance politique, interdiction du recours de la menace ou à l'emploi de la force, sont remis en cause ou bafoués. Les violations restent sans réponse et l'impunité gagne du terrain. Deuxièmement, les divisions géopolitiques s'accentuent. La méfiance s'enracine, le consensus est plus difficile à atteindre. Et trop souvent, ce Conseil manque d'unité et de détermination dans son action. Lorsque le Conseil de sécurité est divisé, les conséquences se font sentir bien au-delà de cette salle, ce qui m'amène à mon prochain point. Troisièmement, les conflits se multiplient et s'intensifient. Ils n'ont jamais été aussi nombreux depuis la création de l'organisation. Il y a de plus en plus d'ingérences, notamment la livraison d'armes comme des drones qui prennent désormais fréquemment pour cible des civils et des biens à caractère civil. La violence prend de l'ampleur et se complexifie au Moyen-Orient, en Ukraine, au Soudan et ailleurs. Et je dois dire que je suis vivement préoccupé par l'annonce récente de la Fédération de Russie de lancer des frappes systémiques contre des entreprises ukrainiennes à Kiev, mais également des centres de prise de décision et des postes de commandement suite à des signalements qu'il aurait eu une attaque de drone contre un dortoir, un établissement mené par l'Ukraine dans une zone occupée par la Fédération de Russie. Les attaques contre les civils et les biens civils doivent être condamnées partout et toujours. Mais plus important, il faut éviter toute escalade du conflit qui a eu déjà un bilan effroyable pour les civils et la paix pourrait s'éloigner et les souffrances des civils pourraient se prolonger. Israël a annoncé une augmentation de ses opérations au Liban. Il y a ce qui se passe à Gaza et les négociations entre l'Iran et les États-Unis pour mettre un terme à la guerre au Moyen-Orient restent difficiles. Quatrièmement, nous assistons à une course aux armements qui s'accélère et qui est source de déstabilisation. Les dépenses militaires mondiales atteignent des niveaux records, alors même que le coût de la production d'armes létales diminue et que les ressources dédiées au développement et aux besoins humanitaires sont considérablement réduites. Parallèlement, les nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle et les armes autonomes, évoluent plus rapidement que notre capacité à régir leur utilisation. Ces tendances font peser des risques nouveaux et sans précédent sur la paix et la sécurité internationale. Cinquièmement, les droits humains sont attaqués de toutes parts. Partout dans le monde, on assiste à un recul délibéré, stratégique, voire assumé des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Les conséquences sont désastreuses pour les personnes, les populations et les sociétés tout entières.
Lorsque les droits humains s'effritent, c'est tout le reste qui s'effondre. Sixièmement, le lien entre paix et développement est de plus en plus mis à mal. Les inégalités se creusent. De nombreux pays en développement sont accablés par la dette et n'ont pas d'accès à des financements suffisants. Les objectifs de développement durable sont de plus en plus hors de portée. Mais n'oublions jamais, il ne peut y avoir de paix sans développement, ni de développement sans paix. Septièmement, la crise climatique s'accélère. Elle crée une instabilité, multiplie les menaces et accroît les tensions à l'intérieur des pays et entre eux. Excellence. Ces 7 défis sont liés les uns aux autres et ils mettent à l'épreuve la résilience de la Charte. Ensemble, nous devons faire preuve de la volonté politique nécessaire pour la faire respecter. Les États membres ont déjà reconnu qu'il fallait agir. Dans le pacte pour l'avenir, ils ont réaffirmé leur volonté inébranlable d'agir conformément au droit international, notamment à la Charte et à ses buts et principes. Ils se sont dit conscients d'une réalité essentielle. Notre système multilatéral doit être renforcé pour répondre aux exigences du monde actuel. Pour ce faire, il faut agir sur 3 fronts fondamentaux. Premièrement, la prévention et le rétablissement de la paix. Nous devons investir bien davantage dans la prévention des conflits avant qu'ils n'éclatent ou ne s'aggravent. Il s'agit notamment de faciliter l'action nationale en faveur de la consolidation de la paix, de s'attaquer aux causes profondes des inégalités à l'exclusion en passant par la faiblesse des institutions, de recourir à des moyens pacifiques pour régler les différends, comme ce Conseil en a lui-même fait la demande instante l'an dernier dans sa résolution 2788. Des outils existent. La négociation, l'enquête, la médiation, la conciliation, l'arbitrage, le règlement judiciaire, les accords régionaux, l'établissement des faits et les bons offices de cette organisation ou tout autre moyen pacifique choisi par les parties. Ces outils doivent être utilisés pleinement et de bonne foi. Deuxièmement, le respect du droit international, dont le droit international des droits humains et le droit international humanitaire. Les engagements doivent être tenus de manière cohérente, sans distinction. Le 2 poids 2 mesures ne peut être appliqué. En cas de violation, le principe de responsabilité doit être appliqué. Ne l'oublions pas. En matière de paix et de sécurité, les membres de ce Conseil ont la responsabilité particulière de montrer l'exemple. Troisièmement, et avant tout, la réforme. Les institutions mondiales doivent tenir compte des réalités d'aujourd'hui et non de celles de 1945. L'urgence est particulièrement impérieuse au sein de ce Conseil. Un Conseil de sécurité déconnecté des réalités géopolitiques actuelles ne peut pas s'acquitter pleinement de ses responsabilités. Ainsi, l'absence d'une représentation permanente de l'Afrique constitue une injustice historique. Elle sape la crédibilité de ce Conseil et réduit son efficacité. La réforme doit viser à rétablir la crédibilité du Conseil et à garantir qu'il puisse agir de manière décisive et inclusive pour faire respecter la Charte. Excellence, nous devons également renforcer le système multilatéral dans son ensemble. En procédant à l'examen des opérations de paix pour qu'elles puissent répondre aux besoins futurs, en coordonnant mieux les activités avec les organisations régionales, en favorisant l'inclusion pour que les femmes, les jeunes et les groupes marginalisés participent pleinement aux décisions qui influent sur leur vie, notamment dans le domaine de la consolidation de la paix. En réformant l'architecture financière internationale pour qu'elle soit adaptée à l'économie mondiale actuelle. En assurant la coopération internationale face aux nouveaux défis, notamment la gouvernance de l'intelligence artificielle. Parallèlement, dans le cadre de l'initiative ONU 80, nous mettons tout en œuvre pour que l'organisation soit plus efficace, plus cohérente et plus réactive, malgré l'augmentation des besoins et la raréfaction des ressources. Mais aucune réforme, qu'elle soit institutionnelle ou structurelle, ne peut se substituer à la volonté politique. La charte est claire. Les membres de l'organisation s'abstiennent de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies. Ils agissent conformément au droit international. Ils règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationale ainsi que la justice ne soient pas mises en danger
en évitant l'imposition de mesures unilatérales susceptibles d'entraîner une escalade. La Charte demeure le meilleur espoir de paix pour l'humanité. Or, sa force repose sur l'engagement de se charger de la faire respecter. Je tiens à souligner une fois encore le rôle central du Conseil de sécurité à cet égard. Le monde entier nous observe. Il exige des actes, pas seulement des paroles. J'invite instamment tous les membres de ce Conseil à respecter et faire respecter la Charte de manière cohérente et systématique, œuvrer au service de la paix, restaurer la confiance en traçant la voie à suivre et en s'attachant à identifier des compromis, et jouer pleinement votre rôle afin que cette organisation et ce Conseil soient véritablement à la hauteur de leur vocation, être une instance résolument tournée vers la recherche de solutions, être un garant du droit international et être une force engagée au service de la paix et de la sécurité. Je vous remercie. Merci, 秘书长所做的通报。